Alors bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule pour les interventions préventives au préscolaire. Je suis Claudine Perrault, conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire. Je, je suis Sophie Chagnon, psychoéducatrice au service éducatif. Sophie et moi, aujourd'hui, on va vous parler de qu'est-ce que c'est agir en collaboration et offrir des activités spécifiques et régulières à tous les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on est au préscolaire? Je vous rappelle donc les deux mandats de l'éducation préscolaire. D'abord, pour nous remettre en contexte, c'est de favoriser le développement global, mais c'est aussi de mettre en œuvre des interventions préventives et c'est pour ça que on fait ces capsules-là. Aujourd'hui, on parle davantage d'agir en collaboration et d'offrir des activités spécifiques régulières à tous les enfants. Alors, agir en collaboration, Sophie, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on n'est pas seul dans la situation quand on accompagne les enfants du préscolaire. Ça veut dire qu'il y a plein de gens autour de nous qu'on peut interpeller, avec qui on peut réfléchir, mais auprès de qui on va aller chercher de l'information précieuse là, pour accompagner les enfants. La recherche nous dit qu'il y a des retombées positives à la collaboration sur la réussite scolaire des élèves. Mais au-delà des impacts positifs sur la réussite des enfants, on note également des retombées pour les enseignants ainsi que pour les intervenants. Comme par exemple, on noterait de meilleures interventions en classe de la part des enseignants. Et dans ce cas-là aussi, ils arrivent à mieux cibler les difficultés des enfants. Tandis que du côté des intervenants, les enseignants transmettent des informations qui sont pertinentes sur l'enfant et ces informations-là sont très utiles pour permettre de contextualiser les interventions et de s'assurer d'une plus grande cohérence là, entre intervenants. Ces intervenants-là, ce sont qui? Ce sont les professionnels de votre milieu, ce sont les éducateurs spécialisés, ce sont les gens du service de garde, mais d'abord et avant tout, il y a aussi la famille et les intervenants de la communauté autour de cette famille-là, là, qui connaissent déjà l'enfant, qui connaissent déjà cette famille-là, auprès de qui on peut aller chercher des informations, mais aussi recevoir une collaboration. Donc, c'est sûr qu'en classe, souvent vous êtes seul avec les enfants, mais ça ne veut pas dire que vous êtes seul à pouvoir soutenir le développement de cet enfant-là puis réfléchir autour de sa situation. Notre premier partenaire, c'est sûr que c'est le parent. Donc, c'est le parent qui suit l'enfant depuis sa naissance. C'est lui qui va être là pour l'ensemble de son développement jusqu'à la vie adulte et même après. Donc, c'est important de le considérer dans nos réflexions et dans nos interventions parce que c'est lui le pivot et c'est lui qui connaît le mieux l'enfant comme tel et ses besoins. Et c'est avec lui qu'il faut réfléchir autour de, c'est qu'est-ce qui est à prioriser par rapport à ce sur quoi on va porter notre attention pour l'enfant, parce que si on n'a pas la collaboration du parent, à ce moment-là, et qu'on cible d'autres priorités, tu sais, quand la collaboration n'est pas là, souvent nos actions portent moins fruit. J'imagine aussi que, tu sais, il faut convenir ensemble de comment on va communiquer justement pour se partager aussi les informations à propos de l'enfant. Absolument. Donc, c'est sûr que quand on peut avoir tendance, des fois, là, quand on rencontre une difficulté ou qu'on observe quelque chose, un besoin grandissant chez un enfant qui nous préoccupe comme intervenant, comme enseignant, on peut avoir tendance à se référer d'emblée aux professionnels experts de notre milieu. Par contre, à la base, tu sais, le parent, lui, il a l'historique de développement, il a, tu sais, l'historique des besoins de l'enfant. Donc, c'est important d'aller chercher cette information-là aussi avant de réfléchir aux stratégies, à la mise en place d'interventions, parce que oui, nos professionnels du milieu peuvent nous soutenir dans les réflexions, peuvent nous orienter vers des bonnes interventions, mais si on ne va pas chercher ce qui a déjà été fait, l'ampleur des besoins dans le sens, est-ce que ça se manifeste uniquement à l'école ou si le besoin se fait ressentir à la maison aussi? Donc, si on n'a pas toute cette information-là, notre vision va être limitée, puis on a beau vouloir mettre des belles actions en place, la portée va être réduite parce que, justement, on n'a pas une vision globale de la situation, une vision globale des besoins, puis tout l'historique, là. Puis, ça peut arriver parfois là, qu'on rencontre des parents qui vont peut-être filtrer un peu l'information, peut-être pas tout nous dire par peur que l'enfant soit étiqueté. Ouais. C'est rarement de la mauvaise volonté, là, je veux dire. Puis parfois aussi, le parent va pas penser à nous donner de l'information, pas
parce qu'il veut cacher quelque chose ou a peur des étiquettes, mais plutôt parce qu'il n'a pas conscience que ça fait pas partie de la pas de la normalité, mais plutôt du développement de l'enfant. Il a pas conscience que que c'est un besoin plus grand ou parce qu'il n'y a pas de point de repère ou parce que les points de repère qu'ils ont présentent aussi des difficultés donc dans leur développement, ce qui fait que parfois, là, ils ne pensent pas à nous transmettre l'information parce qu'ils n'en voient pas l'importance. Pour accompagner l'enfant, il y a tout plein d'intervenants, on vient de le dire, qui peuvent être interpellés. Par contre, il y a aussi la notion d'accompagner l'enseignant là-dedans, parce que l'enseignant aussi là, peut avoir besoin de soutien dans ce qu'il met en place. On ne peut pas être expert de tout le temps. Donc, c'est important de recevoir le soutien comme intervenant, comme enseignant, par rapport à des spécificités là, qu'on a moins développées par le passé. Mais il y a aussi l'aspect du soutien à la famille. Hein. Donc, pour soutenir la famille, pour qu'il y ait l'ouverture qu'on leur offre du soutien, et là, par soutien à la famille, on s'entend qu'on ne veut pas dire que vous allez aller à la maison soutenir les parents. Par contre, on peut les orienter vers des services, on peut les orienter vers des stratégies, on peut leur partager ce que nous, on fait en classe qui fonctionne, on peut leur partager des bonnes pratiques. Ceci dit, l'enseignant aussi peut avoir accès à ça, mais si on veut que la famille s'ouvre et accepte de collaborer avec nous par rapport aux priorités ciblées, par rapport aux stratégies qu'on veut mettre en place, mais à la base, pour avoir cette collaboration-là, ben, il faut établir une relation de confiance. Et puis là, on peut se questionner sur ben, comment j'accueille cette famille-là, comment je tisse mon lien, comment je favorise une communication fluide qui va amener à la collaboration. Donc, c'est toutes des réflexions qu'on peut réfléchir avant l'entrée scolaire comme équipe à se dire, mais qu'est-ce qu'on met en place pour accueillir nos familles, sans savoir à ce moment-là si on va avoir besoin de collaborer plus étroitement par rapport à des besoins de l'enfant, mais comment on accueille nos familles de façon générale pour qu'ils se sentent accueillis, qu'ils se sentent partie prenante du processus du processus scolaire, que ce n'est pas deux mondes différents, la maison, le scolaire. Donc, ils se sentent vraiment interpellés par rapport au cheminement de leur enfant. Donc, c'est toutes des réflexions qu'on peut avoir là, au préalable. Et puis, c'est un petit peu ça que je travaille là, dans mes différents dossiers, puis entre autres en lien avec la transition. Puis, il y a aussi par rapport à les activités, qu'est-ce que ça veut dire exactement, les activités spécifiques? Mais oui, effectivement, le ministère mentionne que c'est important d'offrir des activités spécifiques régulières à tous les enfants afin de favoriser des apprentissages relatifs à certains déterminants de la réussite scolaire. Hein, c'est ce qui est inscrit dans le programme. Mais qu'est-ce que ça veut dire plus spécifiquement? Bien, selon le comité, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'une activité dite spécifique, ça ne veut pas nécessairement dire une activité encadrée, une activité structurée, dirigée. Là. Ce qu'on s'entend, c'est que l'activité pour nous spécifique, c'est qui a été réfléchie avec une intention pédagogique spécifique derrière, qui a été planifiée. Ça peut être dans le jeu libre, c'est de proposer des activités on pense, qui vont mener à l'acquisition de certains concepts, certaines habiletés, au développement de certaines compétences. Donc, ça n'a pas besoin d'être dirigé, ça n'a pas besoin d'être une activité encadrée papier-crayon. Là. Ça peut être une mise en situation, une exposition à des nouvelles activités qui vont aller susciter en fonction de ce qu'on a réfléchi. On peut mettre en scène limiter l'accès à du matériel pour favoriser le partage et la collaboration. Mais encore là, c'est l'enfant qui va gérer ce qu'il fait. Donc, on laisse une liberté dans le jeu libre, mais en ayant des intentions là, pédagogiques en arrière-plan. Oui, puis tantôt, on a parlé beaucoup du rôle des intervenants, on a parlé du soutien, de l'accompagnement des enseignants, de la famille, mais quand on est dans dans les activités plus spécifiques, là, on est vraiment plus dans le soutien pour les enfants. Oui. Puis,
On sait qu'en fait, à l'éducation préscolaire, on dit que, tu sais, on dit que le parent, c'est le premier expert de son enfant. Puis à l'école, ben, c'est les enseignants qui ont le premier rôle d'intervenant aussi pour assurer le développement global des enfants. C'est ça notre travail au présco. Puis évidemment, ben, c'est à nous, comme tu disais, d'assurer que les activités proposées ou le contexte ou le matériel favorisent justement le développement des enfants. Puis tout ça aussi autour de l'encadrement sécuritaire, l'accueil, la bienveillance qu'on a pour accueillir l'enfant avec ses besoins. L'enseignant ou l'enseignante a une connaissance approfondie du développement de l'enfant. Puis c'est là où moi, des fois, je peux avoir un bémol. On s'en est souvent parlé, Sophie. Tu sais, même moi, des fois, j'ai besoin de retourner dans le programme puis de me rappeler, tu sais, ça ressemble à quoi un enfant de 4 à 6 ans? C'est quoi ses besoins? Fait qu'on va en reparler un petit peu après, mais c'est ce qui fait aussi que c'est dans notre observation au quotidien qu'on va pouvoir justement ajuster nos interventions parce que, évidemment, nous autres, ce qu'on veut, d'avoir des activités qui sont adaptées à leur niveau de développement puis à leurs différentes façons d'apprendre, de favoriser, tu sais, de mettre en place des contextes qui sont qui ont pour les intérêts des enfants, qu'est-ce qu'ils aiment faire. Tu sais, si, par exemple, j'ai décidé que là, on pouvait changer notre coin de jeu symbolique, puis le, le, le transformer en animalerie parce que là, il y a un ami qui a eu un nouveau petit chien, puis là, il en parle beaucoup, puis tout d'un coup, on en a parlé en causerie, puis que c'est un intérêt de tous les enfants. Pourquoi pas transformer notre coin, puis aussi de les amener aussi à faire, à prendre une part aussi dans leur milieu, dans leur classe. Fait que, il y a ça, mais il y a aussi le soutien de l'enseignante ou de l'enseignant qui permet aux enfants de connaître des réussites. Euh, Puis, on a parlé souvent de motivation intrinsèque ou puis le plaisir d'apprendre, mais le plaisir d'apprendre, ça vient aussi avec quand je me sens en sécurité, bien dans ma classe. Le plaisir d'apprendre, c'est quand justement c'est en lien avec mes intérêts, c'est quand j'ai des activités aussi qui sont pas trop difficiles pour moi, puis que je vis des succès. Alors, la, la motivation à apprendre, oui, elle est là souvent dès le départ pour les jeunes enfants, mais elle peut vite s'essouffler si l'enfant n'est pas bien, si les activités sont trop difficiles pour lui ou si il y a de la difficulté à s'inclure dans le groupe ou avec ses habiletés sociales. Donc, c'est à nous, dans notre observation au quotidien, de saisir plein d'occasions pour accompagner l'enfant là-dedans. Puis, comme je disais tout à l'heure, dans notre programme, ce qui est vraiment chouette maintenant, c'est qu'on a les caractéristiques et besoins des enfants de 4 à 6 ans et j'y réfère régulièrement. Donc ici, je vous donne juste un exemple du développement affectif, là, mais ça peut être chouette d'y référer régulièrement parce que c'est pas toujours vrai qu'on connaît tout le développement sur le bout des doigts. Alors, c'est là pour ça, puis je vous invite à y référer régulièrement. Comme je disais tantôt, on ne peut pas être expert de tout le temps non plus, là. Ben non, en fait, c'est parfait d'avoir un programme pour justement nous orienter, mais aussi nos collègues avec qui échanger, les parents pour aller chercher de l'information. Donc, c'est là où la collaboration prend tout son sens aussi. Pourquoi on parle des déterminants? Ben pour nous, là, c'est vraiment lié directement à nos composantes de chacune des compétences. Dans les composantes, ce qu'on peut identifier, puisque le ministère nous dit, c'est que à travers chaque composante, on y retrouve des facteurs de protection contre l'échec en lecture, contre, quand je favorise, par exemple, un cadre sécurisant, ben, ça permet à l'enfant d'être bien pour apprendre. Puis ça aussi, on sait que c'est déterminant dans l'apprentissage d'avoir des bonnes habiletés sociales, de pouvoir s'autoréguler éventuellement quand je serai un petit peu plus vieux, mais d'apprendre des méthodes pour le faire, des habiletés, des stratégies. Donc, l'ensemble des composantes, c'est ce que ça nous dit, là, entre autres. Puis c'est pas juste connaître les lettres de l'alphabet qui prédit la réussite scolaire. C'est pas seulement dans le développement langagier, malgré que le langage en soi, de parler, de comprendre, de se faire comprendre, c'est un déterminant aussi
assurément là, pour plein d'autres domaines aussi qui influencent en fait les autres domaines d'apprentissage. Le contexte dans lequel l'enfant va se retrouver va avoir un impact direct sur sa disponibilité, sur son bien-être là, pour faire ces apprentissages-là, poursuivre son développement de façon adéquate. Donc, plus l'environnement est chaleureux et stimulant, plus la connexion dans le cerveau va se faire positivement, là. Donc, un enfant là, qui va se sentir accueilli, va se sentir en sécurité, mais à ce moment-là, il va se sentir en sécurité et va être plus disposé à poursuivre son développement, à développer ses compétences, à faire de nouveaux apprentissages. Par contre, il faut toujours garder en tête là, que chaque enfant a son rythme propre à lui et qu'on ne suit pas une séquence en ligne droite, qu'on ne traverse pas toutes les mêmes étapes au même rythme et dans le même ordre. Donc, c'est d'avoir cette flexibilité-là comme adulte, d'accompagner l'enfant à son rythme, mais aussi dans l'ordre que lui aura pas choisi, parce qu'il n'y a pas vraiment le choix sur, sur le développement de ses habiletés, mais tu sais, dans l'ordre avec lequel lui, il traverse les différentes étapes de son développement. Donc, tu sais, des fois, il faut, nous, comme adultes, ralentir et s'ajuster au rythme des enfants. Et c'est pas toujours, ça peut comporter certains défis parce que nous, les adultes, on aime beaucoup ça, que ça suive le rythme qu'on s'impose et qu'on souhaite. Et puis, je pense que plusieurs d'entre vous avez beaucoup d'exigences envers vous-même, les enseignantes, et de grandes attentes. Mais peut-être que les petits pourraient vous en apprendre un petit peu aussi sur l'indulgence envers soi, l'autocompassion et vraiment là, se donner le droit là, de ralentir le rythme et d'avoir des attentes un petit peu moins élevées pour justement se permettre d'aller au rythme que nous imposent nos besoins. Et quand tu dis avoir des attentes moins élevées, ça ne veut pas dire de en fait, quand on dit ralentir le rythme, c'est justement ne pas nécessairement abaisser le niveau ou encore ne pas avoir d'attentes qui sont Non, réalistes, mais plutôt, c'est dans la posture, dans l'ensemble, dans la journée, mais en fait, quand je parlais de réduire les attentes, c'était plus des attentes dites académiques et de Hum, performance et je réfléchissais plus là au niveau des enseignantes qui s'en demandent beaucoup oui. et qui ont Hum, des grandes attentes envers elles-mêmes et non envers les enfants. C'est vraiment mhm. la portion de, soyez douces avec vous-même, mesdames et messieurs, pour, pour vous permettre d'accompagner les enfants là-dedans, dans cette belle aventure-là qui est le développement global des tout petits, mais en ayant en tête qu'on suit le développement des enfants et qu'on ne tente pas d'abattre, de répondre à des critères plus académiques ou Mhm. pré-académiques. Là, Oui. euh, Puis le développement, ça ne se commande pas non plus, hein. exactement. Il y a un facteur temps. Puis un des éléments, tu sais, qui prime en ce moment au préscolaire, dans toutes les recherches, nous dit que l'enfant a besoin de jouer. Mhm. Et que le jeu, en fait, c'est son travail à l'école et que c'est à travers le jeu que l'enfant apprend le mieux, justement parce que ce contexte-là est idéal entre 4 et 6 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a entre 45 et 60 minutes de jeu libre par Mhm. jour qui est prescrit là, pour nos enfants du préscolaire. Absolument. Donc, tu sais, si pour faire un petit récapitulatif, si on offre un environnement stimulant, mais accueillant et chaleureux, l'enfant va se sentir en sécurité. À ce moment-là, si l'enfant se sent en sécurité, il va être plus disponible à son environnement et aux interactions autour de lui, aux autres. Et puis ça va avoir un impact direct sur son développement global parce qu'il est ouvert, il est disponible, puis ça va avoir un impact direct là, sur le développement. Justement, tu sais, tu disais, il faut que l'enfant soit disponible. Ben, on sait que justement, les effets sur le cerveau, c'est que l'enfant qui est bien, euh, ça fait en sorte que
quand ils jouent, le jeu a des effets positifs sur la structure et le fonctionnement du cerveau. Parce que plus on est stressé, moins on est disposé à l'apprentissage. Puis c'est la même chose pour nous comme adultes, là. Mais avec le plaisir que ça accompagne, le jeu, en fait, ça modifie même les cellules, la structure du cerveau, puis les comportements. Ça favorise aussi l'apprentissage, mais aussi le développement des capacités d'adaptation, puis du comportement prosocial à travers le jeu. Et que également, on sait que ça favorise la diminution du stress. Et que plus l'enfant joue, moins il est stressé, plus il a du plaisir, plus son taux de cortisol diminue et son niveau de stress. Peut-être que ce serait bon de se rappeler ça comme adulte ou nous autres aussi, que c'est important de se garder des moments de plaisir dans la journée pour Absolument. diminuer notre niveau de stress. Encore une fois, après l'écoute de cette vidéo, de planifier un moment d'échange en équipe, de collaboration avec vos collègues du préscolaire, avec peut-être votre collaborateur ou collaboratrice du service de garde, avec les professionnels, pour regarder ça ensemble et vous dire ben, comment on interprète ça, nous, la collaboration, comment nous, on va intervenir au préscolaire par rapport à cet élément-là, comment on perçoit ça, nous, les activités spécifiques. Ça va être quoi la nature de nos interventions par rapport à ce sujet-là? Fait que je vous invite peut-être à utiliser ces questions-là, justement, comment on peut aussi continuer d'améliorer la collaboration en classe, entre intervenants. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour favoriser la collaboration avec les parents? Sur quels déterminants de la réussite s'appuient nos choix d'intervention? C'est quoi les moments qui sont disponibles pour les échanges entre intervenants? Parce que, on le dit, je le redis, c'est un enjeu le temps. Donc, est-ce qu'on s'est fixé des moments où on peut échanger ensemble, où on se rappelle un peu de ce qu'on s'est donné comme stratégie pour l'intervention au préscolaire? Et que ça fait un peu le tour pour notre capsule d'aujourd'hui. Sophie, un gros merci de ta collaboration. Merci à toi.